Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Cette semaine, je vous retrouve avec Alban pour qu'elle nous partage son voyage en Inde. Elle est partie toute seule en tant que femme en Inde et je sais que c'est une destination où on peut avoir pas mal d'a priori à ce sujet, notamment en ce qui concerne la sécurité. Donc c'est parti, je l'ai pu lui poser toutes mes questions, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Bienvenue sur Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Alban. Salut! Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Je suis très heureuse de t'accueillir là sur ce podcast. Après, je pense que ça peut se compter en mois là, d'après les nombreux mois qui séparent les premiers messages qu'on a échangés ensemble jusqu'à ce moment. Donc, très, très heureuse d'échanger avec toi aujourd'hui. Moi aussi, mais oui, c'est ça, parce que je me rappelle la chambre où j'ai été en avril là-bas. Et là, on est quoi, en juin? Donc ouais. Ouais, c'est ça. Bon, Merci à toi de me recevoir. Trop bien, avec plaisir. De toute façon, tu as un Instagram qui s'appelle Chronique de voyage. Donc, je pense qu'on est en plein dans le thème. Donc, c'était logique pour moi de t'inviter sur ce podcast. Yes. Alban, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour ceux qui nous écoutent? Oui, alors comme tu l'as dit, moi déjà, c'est Alban. J'ai 36 ans et moi, je vis de voyage. Je suis en vadrouille tout le temps. Là, je suis partie, donc ce que je disais, là, on est en juin. Je suis partie en mars, fin mars, il y a 1 an de France. Et depuis, je suis allée au Portugal pour prendre un avion pour l'Amérique du Sud. Et je remonte jusqu'à maintenant. Là, je suis en Martinique et je voyage avec mon chien. Et là, je pose mes valises quelques mois parce que en fait, depuis l'Inde, le voyage dont on a envie de parler aujourd'hui, Ouais, je voyage plus lentement. Je ok. voyage plus lentement et du coup, là, je me suis dit voyager lentement alors, c'est pas un pays, la Martinique, mais c'est ce territoire que je connais pas. Je Ouais. me dis me poser et puis travailler un petit peu, ça permet aussi de découvrir vraiment la culture. Donc là, je teste ça en ce moment. Ok, trop bien. Franchement, en aparté, j'ai plein de conseils à te donner sur la Martinique. Ouais, j'ai écouté déjà tes épisodes. Ah bah nickel, j'adore cette île, c'est vraiment mon île de cœur, donc je te souhaite de kiffer autant que j'ai kiffé et de prendre tout ce que cette île a à te donner et de lui donner tout ce que tu as à lui donner parce que vraiment il y a une énergie, je trouve, sur les îles qui est quand même très particulière. Ouais. Ah oui, oui, c'est clair. Bon, du coup, Alban, si tu devais nous spoiler vite fait là le temps qu'on va passer ensemble sur ce podcast, ça serait quoi? En gros, si tu devais résumer ton épisode et l'histoire que tu vas nous raconter. Je Teaser un petit peu. je dirais voyager pour se remettre d'un burn-out. Ok, trop bien. J'ai déjà hâte. J'ai déjà hâte parce que j'ai l'impression, et c'est marrant parce que j'en parlais au téléphone avec quelqu'un que j'ai eu ce matin, euh, que derrière chaque projet de voyage, du moins de gros voyage, il y a toujours un déclic au début. Et le déclic, il y en a qui l'ont par le burn-out, il y en a qui l'ont Ouais. par le décès d'un proche, il y en a qui l'ont par l'arrivée d'un enfant, d'un animal ou quoi que ce soit. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours ce twist, en fait, qui arrive dans beaucoup de vies quand on est à l'aube d'un grand voyage. Je pense qu'effectivement, ouais, c'est comme tu dis, pour un grand voyage, il y a quelque Mm, chose qui dit, même si tu en avais envie depuis longtemps, c'était dans un coin de ta tête, je pense qu'il te faut le petit coup de pied au cul, en fait. Voilà, il faut le dire, c'est ça. Là, il y a un moment, il faut être clair. Oui, je suis cash. Je dis les choses comme elles me viennent, j'ai pas de filtre.
Et c'est très bien. C'est ce qu'on veut ici sur ce podcast. De toute façon, c'est de l'authenticité. Donc, du coup, eh ben, écoute, je te propose qu'on commence là, qu'on rentre dans le vif du sujet de ton voyage en Inde. J'ai beaucoup, beaucoup de questions. Avant de parler de ton voyage, parlons de ce qui s'est passé avant. Est-ce Ouais, que tu peux nous planter un peu le contexte d'avant ton départ? yes. Alors, donc pour revenir à ce moment-là, déjà, on est du coup en 2018, quand ça commence à. Je travaille dans une boîte d'assistance automobile, donc c'est là où tu appelles quand tu es en panne avec ta voiture. Concrètement, je passe mes journées à décrocher le téléphone. Mhm. J'avais été pendant 1 an et demi formatrice, qui était une mission que j'adorais. Je m'épanouissais vraiment là-dedans, j'adorais ça. Mais c'est le genre de boîte où en fait on dit qu'on veut laisser sa chance à tout le monde. Au final, on laisse sa chance à personne. Donc tu le fais pendant un temps, puis derrière tu vas reprendre tes appels et tu fermes ta gueule, quoi. En Ouais, gros. Et ok. ouais, pour la version très courte, Mm. synthétisée, du coup, moi je venais de faire pendant 1 an et demi un truc que j'adorais. Prendre les appels, ça n'a jamais été un kiff. Ce que j'aimais dans cette boîte, c'était l'ambiance et mes collègues qui étaient. Enfin, c'était ambiance colonie de vacances. Ok. Mais à un moment, prendre les appels, ça m'allait plus. Et du coup, à la fin de ma mission de formatrice, je me suis inscrite pour une formation pour être coach sportif en plus de mon travail. Donc là, je replante vraiment le décor, mais pour comprendre qu'est-ce qui a Ouais, amené au ouais, burn-out. t'inquiète. Et du coup, j'ai fait cette formation en même temps donc, que mon boulot, sachant donc que j'avais les cours, que c'est un CQP. Donc, je ne sais pas si les gens connaissent. En fait, un CQP, tu n'as pas énormément d'heures de cours. Tu as peut-être 4 jours par mois, quelque chose comme ça. Mais Mhm. la masse de travail chez toi, elle est colossale. Elle est colossale. Ouais, Et donc, du coup, tu as ça à faire. Et moi, il avait la particularité, en fait, je devais faire 2 stages, un dans le milieu associatif et un en salle de sport. Et donc, en plus de cette masse de travail colossale, de prendre les cours, parce qu'en fait, tes cours, concrètement, on te donnait quelque chose à faire pour la prochaine fois et tu fais tout chez toi. oui, ok, d'accord. Il n'y a pas de. Donc, Ouais. il n'y a pas de structure, il y a pas, tu te démerdes pour trouver les infos. Mm, Moi qui suis de base assez lente, j'ai besoin généralement plus de temps que les autres gens. Ça me prenait un temps monumental. Ouais, et puis en plus de ton travail et tout, c'est vrai que Et ça fait exactement. beaucoup. Et pour 2 stages, donc j'avais un stage où je devais moi créer les chorégraphies. Donc j'avais 4 Mhm. cours par semaine. Et alors, sur 2 jours, sur les 2 mêmes jours, j'avais le droit de faire le même cours, mais donc j'avais 2 cours à créer par semaine. Et après, pour l'autre stage en salle de sport, j'avais des chorégraphies à apprendre. Donc ça faisait une charge mentale, mais colossale. Ouais, Sachant qu'en plus, en décembre 2018, du coup, avec mon ex, on a acheté un appartement. Et ça a été le truc de trop, en fait, le déménagement. Déménagement, d'accord. les formations, le boulot, les cours, moi créer mes cours, etc. Il y a un moment, à partir de décembre, en fait, 2018 jusqu'à septembre 2019, je dormais à peu près 4 heures par nuit. Ah ouais, d'accord. Ok. Parce que je ne pouvais pas tout faire. Je ne pouvais pas. Oui. Et puis, tu avais un stress tellement fort. Donc, ça, il y a un moment, j'en suis là. Je ne me rends pas compte, moi, que je suis en plein burn-out. J'ai des gens qui me le disent, tu vois, j'avais ma supérieure à ce moment-là, c'était une très bonne amie. Elle me disait, Mhm. Alban, normalement, je suis quelqu'un d'empathique, de douce. Je me mettais à m'énerver sur les gens au téléphone, en fait. Je contrôlais plus rien. Donc, il y a Roue des libre. signes quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis toi, tu es dedans, tu t'en rends pas compte. Tu te dis juste, putain, elle me fait chier. Tu te rends pas compte que c'est pas toi qui es comme ça, normalement. Mm. Je Puis vois. c'est un boulot où, effectivement, enfin, t'as le stress des gens en permanence, en plus. Oui, parce que généralement, quand tu appelles une T'es en assurance panne, t'es pas voiture, c'est heureux. que tu es en panne. Des fois, tu C'est ça. es, dans un bled complètement perdu. C'est la C'est nuit, tu ça. sais pas où tu vas. Enfin, Exactement. T'as aucune idée d'où t'es en stress, t'as les gamins qui pleurent à l'arrière. On est d'accord. ouais, ouais, Donc, tu voilà. reprends le stress en permanence des gens. Donc, j'arrivais à un point où moi, je me rendais pas compte, mais c'était trop. Mhm. Et mais je continuais, je le voyais pas. Ok. Et en fait, en mai,
par une recommandation d'une influenceuse, je suis tombée sur un livre qui s'appelle Va vers ta peur. Et l'auteur Ok. Caroline de Surani, en fait, raconte dedans, elle était blogueuse mode. Elle était Ouais. invitée au Festival de Cannes. Elle était en train d'essayer des grandes robes de créateurs. Sur le papier, le rêve de toute nana, quoi. Ouais, bah surtout quand tu as un blog, surtout quand tu es blogueuse Voilà, mode, tu vois. Enfin, c'est ça. C'est un truc, voilà. Et en fait, en essayant ces robes, elle se dit, c'est quoi cette vie? Ça me va pas. C'est pas ça la vie que je veux. Et en fait, elle en parle avec cet homme avec qui elle venait de se mettre en couple et qui lui dit, viens, je t'emmène en Inde. Et en fait, ce livre raconte comment elle s'est retrouvée en Inde, comment elle a fait sa rencontre, comment elle a changé sa vie, etc. Et en fait, moi, le moment où j'ai lu ce livre, je me dis, c'est ce que je vais faire. ok, trop À ce bien. stade-là, c'était juste, tu vois, je savais. J'avais aucune idée de ce qui allait se faire ou quoi, mais c'était là, quoi. Et je continue un petit peu ma vie. Et un mois après, avec celui à qui j'avais acheté, on se sépare. Et en fait, Mhm. là, je me suis dit, bah, ok, bah, c'est le moment de partir, Ouais. en fait. Au bout d'un moment, on va pas attendre plus de signes que C'est ça. ça, ok, On se c'est casse. là, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, ok, le message est clair, il n'y a plus rien qui me retient à Lyon, en fait. Plus rien. C'est ça. Ok. Plus rien. Et du coup, je me dis, bah, je réfléchis quand même, je me dis, j'ai un CDI, je ne peux pas partir comme ça. Mhm. Donc, je regarde le temps qu'il me faut pour le préavis. Je vois que c'est 3 mois. Je me dis, OK, 3 mois de préavis. Je me laisse un mois parce que quand même, je ne voulais pas partir une semaine. Je voulais faire un gros voyage. Je me dis, je me laisse un mois pour acheter ce qui me manque, pour faire les papiers, les vaccins, tout le tralala. Ouais. Euh, et il y avait aussi, en fait, pendant ma formation de coach sportif, un coach que j'adore, qui est aussi lyonnais, Xavier Gallet, qui pendant sa formation que lui animait en Body Attack, en fait, il m'a fait toucher du doigt le développement personnel Mhm. et il animait un week-end début octobre, un séminaire qui mêlait le sport et le développement personnel. Je me suis dit, bah, c'est lui qui m'a mis sur cette voie-là. Je veux assister à son événement, je partirai après. Ok. Et du coup, tu vois, c'était sur un week-end et je me dis, faut me laisser une journée pour me reposer après l'événement. Je veux partir le 8 octobre, donc, qui était le mardi qui suivait, mais je vais voir en fonction des billets, ce qu'il en est. J'étais pas fermée. Et en fait, il se trouve que les billets étaient moins chers de plus de 200 € ce jour-là. Donc, Ah c'était oui. vraiment Donc le jour pour là, partir, quoi. Tu vois, on se je casse, m'étais quoi. mis ça en tête, mais c'était clair, c'était tout pour partir à ce moment-là. C'est clair. Et du coup, pour partir, tu donc tu es partie toute seule pour ce Ouais. voyage. Est-ce que le voyage solo, c'est quelque chose que tu avais déjà fait auparavant? Est-ce que tu Oui, as ouais? OK. mais enfin, vas-y, hein, tu avais une autre question, je crois. Non, non, mais justement, c'était parce que je sais pas si est-ce que l'Inde, c'était ton 1er, voyage ou est-ce que tu étais déjà partie avant? Alors, j'avais déjà l'habitude de voyager seule, mais pas sur des voyages aussi gros. Enfin, moi, Mmh. j'ai toujours voyagé. Ça fait vraiment partie de moi. J'ai commencé toute petite, tu vois, j'étais dans une école bilingue hors contrat. Et en fait, chaque année, on commençait par partir 3 semaines en Angleterre. J'ai mon Ah premier ouais, voyage sans mes parents, j'avais 7 ans, tu vois, dans ce ouais, cadre-là. Donc, moi, OK. ça fait partie de moi, tu vois, c'est pas. Et puis, en échange scolaire, bah, en fait, tu pars entre guillemets seule parce que tu es dans l'avion avec tes autres copains, mais derrière, tu es 3 semaines toute seule dans la famille, tu les vois pas, tes copains, parce que tu n'es pas forcément dans la même école, tu n'es pas forcément dans la même ville. Mmh mh. Donc, j'ai toujours eu cette façon-là de voyager. J'ai fait aussi pendant 15 ans du roller, je me déplaçais sur les compètes, pas forcément avec d'autres personnes, j'y allais. Enfin, le voyage a toujours fait partie de moi et seul ou avec des personnes, en fait, moi, ça m'a rien changé. Tu as des personnes qui Ça veulent marche. venir, bah, elles viennent, elles veulent pas venir, bah, j'y vais. Trop cool. Mais Et donc partir aussi longtemps, j'ai fait une année universitaire, mais pour moi, c'est différent. Donc, oui, aussi longtemps, c'était la première fois.
D'accord. Et j'ai une autre question aussi au niveau de l'Inde, parce que c'est vrai que c'est un pays où moi je ne suis jamais allée, que j'aimerais beaucoup visiter. Et j'imagine qu'on a dû te poser beaucoup de questions à ce niveau-là, en tant que femme toute seule. Niveau sécurité, est-ce que, alors bon, ne nous spoil pas tout de suite sur comment ça s'est passé dans les faits, on y viendra après, mais est-ce que avant de partir, tu avais des appréhensions au niveau de ta sécurité dans le pays ou pas? Et ben, je pense qu'il faut que je te raconte. Ok, Avant de lire ce livre, je pouvais te jurer par tous les grands dieux que je n'irai jamais en Inde. d'accord. Jamais. Tu vois? Et avec mon ex, on était allés au Sri Lanka et il y a un moment, en regardant une vache dans la rue, je lui dis je le regarde et je lui dis: «Mais jamais j'irai en Inde. Pourquoi j'irai là-bas?» Parce que tu vois, là, j'avais associé la vache à l'Inde, ce cliché qu'on entendait Ouais, et je lui avais dit ça, tu vois? C'est sorti je sais pas d'où et je lui dis: «Jamais j'irai là-bas. Qu'est-ce que j'irai faire en Inde?» Et lui, en plus, m'avait raconté, qu'il avait 2 amies qui étaient parties ensemble en Inde. Les 2, elles avaient souffert de ce qu'on appelle, tu sais, le choc de l'Inde, là, qu'on entend beaucoup. Et il me racontait qu'il y en avait une qui était encore internée en hôpital psy. Dès qu'elle sortait, elle y retournait, qu'elle s'en remettait pas. Et en fait, c'était ça l'image que j'avais de l'Inde, tu vois. d'accord. Ok, je connais pas du tout ce syndrome-là, mais En fait, en gros, c'est parce que l'Inde, c'est tellement différent de ce que les Occidentaux connaissent mhm. que rien te prépare à vivre ça. Et si tu es fragile psychologiquement, ça peut te détruire. Voilà comment Ok, moi je l'avais entendu. d'accord. Comment moi, ce que j'en comprenais, à ce stade-là, ce que j'en savais et ce qui me, du coup, a renforcé ma peur à me dire jamais j'irai en Inde à ce stade-là. Ok. Et du coup, là, si on se projette, donc tu arrives à démissionner de ton Ouais, travail, tu prépares ton voyage, etc. ouais. Euh, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur cet épisode préparation du voyage? Est-ce que tu as eu des petites galères ou est-ce que pour toi, tout a été plutôt fluide? Et ben on va dire que c'est là que j'ai commencé à comprendre que quand c'est aligné, il y a tout qui se passe bien. Ok, trop Parce bien. que tu vois, justement, comme tu disais, l'Inde, les peurs, machin, il n'y a pas une seule personne qui a essayé de me dissuader. Pas une seule. Pourtant, c'est quand même un pays, tu dis, ouais, comme une nana seule y aller, et tous me disaient, waouh, t'es courageuse, mais c'est incroyable ce que tu fais, vas-y, fonce, raconte-nous, tout le monde. Je suis allée refaire mon passeport parce que j'étais un peu juste dans l'histoire des 6 mois, c'est-à-dire que mon passeport terminait, enfin, je sais pas si tu sais, si les personnes qui écoutent savent, mais en fait, il y a beaucoup de pays. euh, Si ton passeport périme moins de 6 mois après ta date de retour, on peut t'interdire l'entrée dans le pays. Ah, ok. Ouais. Et en fait, moi, j'avais en tête de revenir en mai et les 6 mois auraient été en juin. Donc, je me dis, si des fois j'ai envie de prolonger, j'ai pas envie de prendre ce risque. Et du coup, je refais mon passeport. J'ai eu un rendez-vous en 2 semaines, un truc en région lyonnaise qui n'existe pas. Impossible, impossible. Un truc qui n'existe pas en Crois-moi. région lyonnaise. C'est pas. Voilà, j'ai eu un rendez-vous en 2 semaines. Tout s'est bien goupillé. Je me dis, bon, ma carte d'identité, tu sais, elle est périmée, mais elle est encore valide 5 ans. Je me dis, bon, je fais tout en même temps. Ils m'ont dit, pas de problème. Alors que maintenant, je crois que tu peux même plus faire les deux en même temps. Enfin, Ouais. tout se goupillait hyper bien. Tout. Et c'est là que j'ai compris que, Ok. ok, en fait, c'est que c'est exactement ce que je devais vivre, quoi. Mhm. Et du coup, donc tu pars. Quand tu pars, est-ce que déjà au niveau de ton burn-out, comment tu te sens? C'est-à-dire, vu que tu as laissé ton travail, j'imagine que tu as déjà une charge en moins à ce J'ai quand niveau-là. même continué à charger la mule, tu vois, parce que j'ai eu mon diplôme en mai. Et en fait, j'ai donné des cours pendant ce temps-là. Alors, j'ai pu réduire un peu mon temps de travail. Je suis passée à 80%, donc j'avais 1 heure de moins par jour pour pouvoir en fait Mhm. donner des cours le matin. Et en gros, j'étais entre 4 et 18 cours par semaine en plus de mon boulot.
Ok, d'accord. Bon, J'ai très continué bien. à charger la même chose. J'ai pas compris que j'étais en burn-out. J'ai compris que je voulais partir en voyage. J'ai pas compris que j'étais en burn-out, tu vois. Yes. Et donc À là, ce stade-là, je le savais pas. J'ai continué à charger la mule. Mais là, tu vois, j'étais quand même encore stressée. Mais l'excitation du voyage me faisait tenir, en fait, et me stimulait. Et puis, je voyais tout le monde qui me soutenait là-dedans, qui m'encourageait. ouais, Même, c'est ça aussi, tu vois, le truc que je voulais raconter, je viens de me rappeler, c'était ma mère. Parce que ma mère a toujours été la première à m'encourager à voyager. Parce qu'en plus, mhm. elle est fan d'astro, elle est formée en astro. Je suis Sagittaire et dans mon thème, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui montrent que le voyage, c'est bon pour moi. Mais disons que ma mère, quand elle me dit va voyager, elle me dit va aux États-Unis, va, tu vois, Oui, des, des pays où elle va pas se dire tous les jours est-ce que ma fille s'est pas fait violer, tuer au coin d'une rue, tu vois. c'est ça. Et du coup, j'étais tellement, mais tellement en panique quand je suis allée lui annoncer qu'elle a ouvert la porte, je me suis effondrée en larmes. Et en fait, bah, le fait de me voir comme ça a calmé directement le truc. Ça a calmé Oui, le truc. Enfin, tu vois, en plus, je lui ai annoncé bah, la rupture, l'appartement. Qu'est-ce qu'on en fait? On vient d'acheter. On est coincé avec un prêt à taux zéro pour 5 ans. Je veux me barrer. Et tu vois, je lui annonce tout d'un coup, quoi. Et elle me dit, mais de toute façon, je le savais, c'est écrit dans ton thème. Tu dis le truc, tu vois, j'angoissais. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va essayer de me dissuader. Non. Tout s'est hyper bien passé, tu vois. nickel. Donc là, si on se transporte au moment Ouais. où tu prends l'avion, bah, le voyage, comment ça se passe? Donc tu pars un mois, c'est Yes. ça? Non plus. Alors, je te raconte, au début, je fais un mois à Bali. Parce qu'en fait, j'avais toujours Ouais. voulu à Bali, mais mon ex, il voulait pas. Donc, ma première réaction, c'est on est séparés, je vais à Bali, tu vois. Ok, J'ai plus à me préoccuper de ce qu'il veut faire, je fais ce que je veux, je vais à Bali. c'est clair. Et je me rendais compte quand même, je me rendais pas compte que j'étais en burn-out, mais je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que j'étais épuisée. Et je me dis, avant d'aller en Inde, où ça va quand même me challenger, je vais me reposer un mois à Bali. Parce que dans ma tête, Bali, c'était les plages, les massages, les machins. Donc, le 8 octobre, quand je monte dans l'avion, je m'envole pour Bali avec toutes ces milliards d'escales quand même, Oui, ok. parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais du coup, ouais, pour résumer, je fais un mois à Bali, 3 jours à Kuala Lumpur et 7 mois où en fait je suis en Inde avec entrecoupé 2 semaines en Thaïlande. Parce qu'il faut savoir qu'en Inde, les visas ne te permettent pas de rester plus de 90 jours consécutifs. Mhm. Donc, tu es obligé de faire ce qui s'appelle un visa run, c'est-à-dire quitter le territoire, même pour 1 heure, mais tu dois quitter le territoire pour pouvoir re-rentrer. D'accord. Et du coup, Ok. moi, je l'ai fait en Thaïlande 2 semaines. Ça, c'est Incroyable. Ouais. Mais à la base, quand je monte dans l'avion, je sais que je pars un mois à Bali, 3 jours à Kuala Lumpur, et je pense rentrer en mai parce qu'en fait, je me suis mis une date de retour. J'ai acheté un billet retour pour plusieurs raisons. Déjà, mon oncle et ma tante fêtaient leur, je sais plus, c'était 50 ou 60 ans de mariage. Et c'est des personnes qui Mhm. ont toujours été là pour moi, tu vois, ils m'ont donné de l'argent pour m'aider au voyage. Donc, Ouais, c'était impensable pour moi de ne pas le fêter. Et eux, c'était, si je me trompe pas, ça devait être le 8 juin, leur d'accord. anniversaire de mariage. Du coup, je me dis, ouais, ça me laisse un mois pour rentrer, machin. Je rentre, je crois que c'était le 10 mai, mon billet retour à la base. Je me dis, voilà, c'est nickel, je peux y aller, on est bon. Et je voulais un billet retour modifiable parce que je me suis dit, je pars quand même dans une aventure, je ne sais pas ce qui m'attend. C'est clair. Je peux adorer comme détester. Donc, si au bout de 2 jours, j'en peux plus, je veux pouvoir rentrer. Comme si j'ai envie de rester 4 mois de plus, je veux pouvoir le faire. Ouais. Et aussi, j'avais des chèques vacances avec mon boulot. Et ça me coûtait moins cher de passer par une agence pour pouvoir les utiliser et d'acheter. Et tout ce que j'avais accumulé en chaque vacances me permettait aussi d'acheter un billet retour. Donc, au moins, je D'accord. n'avais Ok. pas à me poser la question des billets d'avion. Ils étaient payés avec ça, je n'avais pas d'argent à débourser. Ok. Donc, c'était un Trop stress bien. en moins aussi. C'est clair. C'est clair.
Et donc, tu arrives. Est-ce que tu veux nous parler de ton mois à Bali ou pas forcément? Et juste nous parler Bon, je de peux. l'Inde? Je peux parler de mon mois à Bali. Ce que je peux t'en dire, c'est que c'était pas du tout ce que j'imaginais. Ouais, Je m'attendais, moi, à trouver des gens zen, tu vois ce que je te disais, yoga, massage, les temples, etc. ouais. Je suis arrivée dans une île qui, selon moi, est pourrie par le tourisme de masse. Ah mince, ok. Des Balinais, ceux que j'ai rencontrés, qui, à partir du moment où t'es pas prêt à dépenser de l'argent, bah, ils t'envoient chier. C'était quelle île? J'étais vraiment à Bali même, vraiment sur Bali, Bali, ok. Bali. Et après, j'ai fait des petites îles autour. Je suis allée un petit peu à Nusa Lembongan, Nusa Penida, et j'ai fait les 3 îles Gili. Mais je suis principalement restée sur Bali. D'accord. Mais j'ai vraiment ressenti ça. Et enfin, tu vois, au début, je me disais, mais merde, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais en revanche, là où ça a été une super surprise, c'est que j'ai rencontré des gens incroyables, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte que, bah, en fait, le voyage, c'est pas que la destination. C'est les C'est gens aussi, qui rencontrent, ouais, exactement. C'est vraiment. beaucoup les gens qui rencontrent et pas forcément les locaux, en fait. Ça peut être aussi les autres voyageurs. Mhm, c'est clair. Et du coup, après, donc, quand tu es partie en Inde, comment ça Ouais. s'est passé? Alors, déjà, j'ai atterri à Delhi. Mhm. Franchement, si tu veux être dépaysé, avoir le côté l'Inde, c'est sale, c'est de la poussière, c'est bruyant, t'es au bon endroit. Là, tu arrives, Ok. le décalage, tu te le prends dans la face, quoi. T'atterris à Delhi, t'es là, waouh, où je suis. Mais j'avais beaucoup discuté, j'étais dans des groupes Facebook de voyageurs en Inde et au Népal. Et en fait, tout le monde m'a dit, reste pas à Delhi, reste pas. Ouais. C'est pas agréable, c'est pas une ville. Et du coup, bah, je me suis dit, ouais, bah, je vais écouter. Moi, je suis le genre de personne, j'aime pas planifier mes voyages. Donc, j'avais juste mon billet pour Delhi et derrière. Ouais, tu verras. Exactement, c'est tout à fait ça. Et je me suis dit, quand même, quand j'arrive, j'ai envie de faire du couchsurfing parce que j'aime bien. Et donc, je vais passer 2 nuits chez une nana. Et on a beaucoup papoté quand elle bossait pas parce que pour vivre à Delhi, c'est cher pour l'Inde. Elle avait 2 boulots, elle n'arrêtait pas, donc je ne l'ai pas non plus énormément vue. Et mais voilà, comment j'ai commencé, et en baladant dans les rues, tu vois, c'était les clichés. Je voulais visiter Old Delhi en me disant, bah, tu sais, j'ai envie de faire les trucs touristiques, quoi. Quand tu arrives dans un Ouais. pays, et en fait, ça pue. Tu sors du métro, qui est quand même, pour le coup, là, c'est important de le souligner, c'est un métro qui est très propre, qui est très safe. Tu rentres, en fait, tu as des portiques et des gardes. Je crois que c'est même la police qui te fouille comme à l'aéroport. Tu Ah passes ta ouais, valise d'accord. sur un tapis, tu as tu sais, les portiques qui bipent. C'est vraiment, tu as l'impression d'être à l'aéroport, quoi. Ah Tu as oui, la ok. police tu peux garder aucun métal sur toi pour passer le truc, sinon il bip et t'es fouillé. Tu passes toutes tes affaires sur le tapis roulant. Il est propre. Et aussi, particularité, tu disais une femme seule. Dans le métro à Delhi, tu as un wagon réservé aux femmes. Ah ouais, Donc, c'est si tu comme te à sens pas en Tokyo au sécurité. Japon. Ah, il y a ça aussi? Ouais, surtout Ok. en heure de pointe. Ouais. Justement, tu as les wagons réservés aux femmes, pour Ok. justement et moi, en vrai, je trouve ça vraiment bien parce que, Oui. bah, forcément, tu es en heure de pointe, des fois, tu te retrouves, collés serrés, comme des sardines dans le métro. Bah, là, au moins, on est qu'entre femmes et on sait qu'il y a pas de gars, un peu bizarres, ou mal intentionnés ou on sait pas quoi. C'est ça, et puis même, tu as l'impression qu'il y a un mec un peu chelou, tu as peur, bah, tu vas te réfugier dans ce wagon-là et tu sais que tu as la paix, quoi. Mmh. Les exceptions, c'est qu'effectivement, bah, si les femmes elles sont avec leurs enfants, oui, tu peux avoir des petits garçons. Un petit Oui, garçon bah, de ça 4 va. ans qui va te. Ah, on est d'accord. Et du coup, quand tu arrives, donc tu vas sur, Delhi, donc tu dis, bah, Ouais. que Old Delhi, enfin, j'imagine que ça doit être, en fait, je Ça t'aimerais grouille, c'est ça le ouais. mot. C'est ça grouille. Ouais, donc je disais, tu sors de ce métro, tu as une odeur, mais une odeur. C'est immonde. Et en fait, une amie de ma mère m'avait donné le numéro. Elle a en fait
un ami qui est pilote d'avion et qui est basé, lui, à Delhi, justement. Et en fait, sa femme, elle fait les allers-retours entre la France et Delhi. Et ma mère m'avait donné son numéro pour si je voulais des conseils. Et en fait, le conseil que j'avais retenu de cette femme, elle m'a dit, quand tu arrives, va t'acheter un pashmina. Parce que c'est tellement pollué et ça pue que c'est le meilleur moyen de te protéger. C'est quoi un pashmina? Le pashmina, c'est ces écharpes. En fait, c'est la matière. Le pashmina, c'est en laine de je ne sais plus quel animal. Ok. Mais en fait, c'est hyper doux. C'est super agréable. Et, et du coup, je suis sortie là, j'ai fait OK, je comprends ce qu'elle dit. Je vais chercher un pashmina. Ça a été ma première mission, tu vois. Et en fait, au début, j'ai cherché, ce qui est rigolo, parce que si je l'avais trouvé, ça m'aurait servi par la suite. Parce que là, on est en novembre. J'ai atterri le 11 novembre 2019 à Delhi. D'accord. Ok. Et ma première pensée, je me dis, bah sinon, je peux acheter un masque, en fait, pour la pollution. Parce que je voyais beaucoup de gens, tu sais, comme en Asie, avec des masques. Mm. Je me dis, bah, je peux acheter un masque. Sauf que déjà, à ce moment-là, il n'y avait plus de masque. Ils étaient précurseurs, hein? C'est ça, hein. Ça, je dis, si tu sais ce qui se passe après, tu dis, oh, ça aurait pu être utile d'avoir un masque. Mais du coup, bah, j'ai vu, en fait, en me baladant, un marché tenu par des, des Tibétaines. Mhm. Et parce que, en fait, il faut savoir que le Tibet, c'est très encerclé par la Chine, tu peux pas y aller. Et énormément de Tibétains, notamment ceux qui soutiennent le Dalai Lama, sont un peu chassés de leur pays et ils viennent se réfugier en Inde. Et Mhm. du coup, le gouvernement indien, je ne sais pas si le gouvernement ou si c'est des villes, enfin, je ne sais pas les détails, mais en fait, ils ont des emplacements exprès, ils ont des marchés où ils ont le droit de travailler. Et ils peuvent exposer D'accord. leur art, un peu tout ce qu'ils veulent. Il y en a beaucoup qui fabriquent ces pashminas ou qui vendent des vêtements pour pouvoir vivre, en fait. Mm. Parce qu'ils sont quand même dans la misère, ils vivent dans la rue, mais au moins ils ont de l'argent pour se nourrir. Et du coup, je tombe sur un de ces marchés et là, je vois plein de pashminas, donc ces écharpes. Et j'en ai acheté une que j'ai encore aujourd'hui, qui m'a servi de doudou tout le long, que j'adore. Donc, je n'ai pas emmené en Amérique du Sud, ni là, en Martinique, parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour ça. Mais effectivement, je comprends. Et en fait, je passe tout mon séjour à Delhi avec cette écharpe, donc jusque là, jusque sous les yeux, pour pas sentir les mauvaises odeurs et pour pas prendre la pollution, parce que c'est la ville la plus polluée du monde. Ok. Et tu passes combien de temps quand même dans cette ville? 2 jours. Ah ouais, Enfin, 2 jours. même Ok. moins, parce que tu vois, je suis arrivée tard le premier soir. Je suis restée 2 nuits et je suis partie dans la journée après, donc peu de temps, parce que j'ai visité une journée et je me suis dit, OK, l'autre chose que je m'étais dit que je voulais absolument voir, c'était le Taj Mahal. Je me dis, c'est mon Delhi, ça me plaît pas, je vais voir le Taj Mahal. Ok. Donc le Taj Mahal, je me rends pas compte, c'est plus au sud que Delhi? Non, plus au nord. Je saurais même pas te dire exactement sur la carte, mais c'est assez proche. Ok. Selon les transports sur lesquels tu tombes, on va dire en moyenne, c'est à 6 heures de trajet. Mhm. Parce que les trajets en Inde, c'est au petit bonheur la chance. Tu vois, Ok. il devait partir, j'ai attendu 8 heures dans le bus qui parte. Ah oui, d'accord. Ok. Donc voilà, il devait partir 10 minutes après que je sois arrivée. Hmm, je vois. Voilà. Mais ça avait permis, tu vois, de m'occuper de mes photos de Bali, de pouvoir les mettre en ligne, de machin, de gna gna. Mais tu sais jamais. En Inde, tu sais l'heure à laquelle tu dois te pointer, mais c'est tout. C'est Tu sais jamais pas quand la tu vas suite. partir, tu sais pas quand tu vas arriver, tu sais pas si tu vas arriver. C'est l'aventure. Mais tu sais Ça l'heure à va. laquelle tu dois te pointer. Et du coup, si tu dois continuer ton voyage, donc comment ça se passe? Et du coup, je vais donc à Agra, qui est la ville du Taj Mahal. Pareil, j'accroche pas. J'accroche pas Mhm. du tout. J'aime pas du tout. Je vois ce contraste dont j'avais beaucoup entendu parler en Inde. T'as le Taj Mahal, c'est immaculé. T'as pas une poussière, c'est du marbre, tout est impeccable. Alors que cette ville, elle est dégueulasse.
Tu vas une rue du Taj Mahal, les poubelles sont renversées, éventrées de partout. Tu vois le marché d'Agrabah dans Aladdin? Ouais, vite Ça fait. Ouais, grouille, t'as ouais, as ouais. des singes qui se baladent. C'est cette ville. D'accord. Cette ville, c'est exactement ça. Ça grouille, il y a du monde. Tu as des singes hyper agressifs qui te volent tes affaires si tu fais pas gaffe. C'est exactement le marché d'Agrabah. C'est Agra. Ok. Et je me dis, waouh, faut que je me casse de là. Et en fait, une nana sur un groupe Facebook où j'étais elle m'avait dit, Delhi, Agra, tu le fais vite. Tu fais le Taj Mahal et dans la foulée, tu prends un train et tu te casses de là, en fait. Et elle tenait une auberge de. Enfin, c'est un endroit qui fait en même temps auberge de jeunesse et en même temps, tu as des vraies chambres. Sur Jaipur, je me dis, bah, écoute, c'est la destination qui m'intéresse la plus près, je vais là-bas. Donc, je suis allée à son hébergement et c'est là que j'ai commencé à tomber amoureuse de l'Inde. Je suis arrivée là-bas, je me dis, waouh, c'est incroyable. C'est Ouais. incroyable. Et c'est là que j'ai commencé, tu vois, moi qui, si tu regardes tous mes voyages avant là, je bougeais tous les jours, 2 jours, allez, maximum tous les 3 jours, j'avais changé d'endroit. Et au début, je lui avais dit, ouais, bah, je réserve une nuit. Elle me dit, ouais, t'inquiète, on verra combien de temps tu restes vraiment. Ouais. T'inquiète. Parce qu'elle, elle savait, elle se rendait compte, elle dit, t'inquiète. C'est calme en ce moment, tu restes tout le temps que tu veux. Je dis, ouais, je repars. Au final, j'ai adoré Jaipur. Et puis à chaque fois, tu vois, je me disais, allez, demain, je pars. Bah, soit il n'y avait pas de train, soit j'ai rencontré une de ses amies et, et en fait, une Lyonnaise qui vient de pas loin du tout de chez moi. Et ça faisait 2 ans qu'elle bataillait pour pouvoir se marier. Parce que les D'accord. papiers renvoyés entre les ambassades de France, d'Inde, entre les 2 pays, tu vois l'administration française, qui est déjà Ouais. pas une Ouais, c'est joie. même pas. Ouais. L'Inde, c'est 100 fois pire. Donc imagine si ces 2 administrations doivent communiquer entre elles. Ouais. Ok. Donc ça faisait 2 ans de bataille, de machin, gna gna gna. Donc la première fois où je la rencontre, elle me parle de ça. 2 jours après, l'avocat l'appelle, tous les papiers sont en ordre, ils peuvent se marier le jour même s'ils veulent. Trop bien. Elle me dit, ah putain, viens avec moi, viens, tu m'as porté chance. Et du coup, bah, le jour où je voulais partir, elle me dit, je me marie demain. Je fais, bon, bah, je reste. Hein. Du coup, voilà, je suis invitée à un mariage Bon, ok, en Inde. c'est Exceptionnel. ça. C'est ça. Tu vois, en fait, c'est ça l'Inde. C'est des choses comme ça, tu vois. Elle, son mariage. À Jaipur, pareil, je m'embrigade parce que moi, je suis genre, je te dis, je planifie pas. Et puis, j'aime pas qu'on m'arnaque. L'Inde, c'est les rois pour le marchandage. Alors, il y a un truc hyper pratique, c'est que tu as Uber en Inde et qui marche donc pour les voitures comme on connaît, mais c'est pas ça qui est le plus répandu. Ça marche aussi pour les scooters comme dans beaucoup de pays asiatiques ou pour les tuk-tuk. D'accord. Et je l'ai aussi favorisé parce qu'en fait, dans Uber, tu peux envoyer à quelqu'un ton trajet en direct. Ah, ok. Et donc, si tu as peur, si tu as l'impression, bah, tu envoies à une amie, à ta famille, peuvent suivre ton trajet en direct. En fait, tu es géolocalisé tout du long. Ah, c'est un Donc, super conseil, ça. ouais, c'est hyper rassurant quand tu es seul, quand tu es dans un endroit un peu craignos, que tu sais pas, Uber te permet ça. Et en plus, tu as la sécurité aussi, tu peux ajouter un code. C'est-à-dire que la personne ne peut pas te prendre ton argent tant que tu lui as pas donné le code. D'accord. Ok. Donc moi, je l'ai beaucoup utilisé Uber parce que je trouvais ça rassurant au début où bah, tu es dans un pays que tu connais pas. Il y a quand même énormément d'histoires sur des femmes seules, sur la sécurité. Donc, je l'ai beaucoup utilisé. Et du coup, je m'embarque pour aller visiter un fort hyper loin pour voir le coucher de soleil en fait sur toute la ville de Jaipur. Ok. Et qui domine. Et je me dis, ah, trop bien. Sauf qu'en fait, là-bas, quand tu repars, qu'il fait nuit, bah, il n'y a plus personne. Oui, Tu es à oui. 8 km de la ville, tu ne peux pas marcher. Là-bas, quand il fait noir, tu n'as pas, comme on connaît en France, d'éclairage public. Ça n'existe pas.
Et en fait, c'est là où j'ai commencé à percevoir comment sont les Indiens. C'est-à-dire qu'ils commençaient à me dire, ouais, alors je ne sais plus le prix exact qu'ils me proposaient, mais en gros, 100 roupies, je t'emmène où tu veux. Je dis, ça va pas. Moi, je t'en donne 20. Eux me disaient, non, mais ça va pas, 20, ça couvre même pas mon temps. Je m'en fous. Soit tu me donnes les 20, soit j'attends que quelqu'un d'autre vienne, tu vois. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte de comment sont vraiment les Indiens et surtout les hommes. C'est qu'en fait, à partir du moment où ils commencent à discuter avec toi, ils vont se sentir comme obligés de te protéger. D'accord. Ils ont vraiment, c'est très très fort chez les Indiens. Ils t'ont vu là toute seule, ils ont peur pour toi. Ils te laisseront pas là toute seule. Et donc les mecs avaient une moto et il me dit, écoute, pour ton prix, je te pose là où au moins tu es en ville, tu as de la lumière et tu peux te commander un Uber là-bas parce qu'ils viendront pas jusqu'ici. Ouais. Et en fait, tu vois, ça a été ça Trop tout du long en sympa. Inde. J'obtiens toujours ce que je veux et je me suis rendu compte qu'en fait, à partir du moment où tu n'as pas peur, où tu n'aimais pas cette peur, eh ben, tu vas attirer les bonnes choses. Et en fait, les Indiens, ils sont là, ils sont extrêmement protecteurs et ils laisseront rien t'arriver en fait. Tu vois, c'est eux, il y avait 5 mecs, hein, tu dis quand même une nana seule dans le noir. Tu as 5 mecs à côté. Les Bah, gens normalement t'es à Paris, constitués, t'es déjà morte, hein. Enfin, désolée de te le dire, voilà, mais on est d'accord. Mais ça, ouais. tu vois, ça, alors moi, je l'ai dit à tout le monde qui me pose la question de la sécurité en Inde. Je me sens beaucoup moins en sécurité en me baladant dans les rues de Lyon qu'en Inde. Ouais. Mais ça, je peux te rejoindre. Alors, je suis jamais allée en Inde, mais j'ai fait mes études à Lyon et je suis aussi allée à Ouais. Paris. Et en vrai, quand on me dit: «Ouais, c'est pas trop dangereux, d'être une fille toute Ah, seule», moi, je leur dis: «Mais si tu as vécu à Paris ou à Lyon, et voilà, tu as fait tes armes, hein, c'est bon». c'est ça, exactement. Moi, je suis lyonnaise, j'ai grandi à Lyon, je me suis toujours baladée. Je ne suis pas du genre à avoir peur des choses. Je peux me balader à 2 heures du mat à pied dans les rues de Lyon. Parce que Ouais, ça la dépend ville, le je la quartier connais quand même. par cœur, je sais où je peux aller, je sais quoi faire s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Et Mmh tu dis, mh. effectivement, si tu es capable de te promener seule la nuit dans les rues de Lyon, tu survis partout. Tu sais quoi faire. Mais ça Tu et sais les c'est réflexes qu'il faut avoir, tu sais comment te protéger, quoi. C'est ça, mais je trouve ça fou quand même de se dire ça parce que tu vois, la majorité des gens qui voyagent peut-être pas trop, tu vois? Ou qui sont pas allés, Ouais. beaucoup à l'étranger, ils se disent: «Oui, la France, on est quand même, privilégiés, c'est un pays Mmh. sécuritaire et tout». Alors oui, ça je vais pas le cacher, on est privilégiés sur énormément de choses au niveau enfin, on a Oui. un accès à la santé, à l'éducation qui est exceptionnel. Le climat Ouais, aussi. le climat On n'a aussi, pas de les cyclone, paysages. on n'a pas de tsunami, on n'a pas. Ouais. C'est clair, on a quand même un niveau de vie qui est, Ouais. enfin, incroyable, mais en Oui. termes de sécurité dans les rues, je suis pas sûre que les gens ont conscience de l'insécurité des villes françaises, enfin des grandes villes. Bon, moi j'habite, dans une toute petite enfin, dans un village de 400 habitants, donc là encore, Tu tranquille. ouais, bah, quoique quand je vais me promener en forêt, j'ai peur C'est vrai? de croiser un sanglier. Genre, Ouais, oui. OK, j'ai plus peur, OK. tu vois, des Des animaux sauvages animaux, type sanglier, ouais. plutôt que de tomber sur, un fou parce que bon, ça n'arrive pas chez moi, tu vois? Ouais, Ça va, mais dans les villes, françaises, c'est mais affolant. clairement, clairement. On est d'accord que c'est Mais vachement moins sécuritaire. Puis c'est pareil, au final, si tu regardes bien, dans les rues de Lyon, dans les rues de Paris, quand tu es une femme, tu peux pas vraiment t'habiller comme tu veux. non, On dit: «Oui, on fait ce que tu veux», mais non, non. Si tu as pas envie de subir les regards, si tu as pas envie de te faire emmerder tous les 2 mètres, tu ne peux pas t'habiller comme tu veux en France, dans les grandes villes. ouais, mais ça, c'est très vrai. C'est très vrai C'est ouais. Et ça, et moi, et c'est le Brésil qui m'en a fait prendre conscience. J'ai passé, 9 mois à me balader, en short qui monte la moitié de mes fesses avec un crop top et sans me faire emmerder. Tu dis: «Waouh! En fait, on est ouais, libre dans d'autres pays!» ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, pour revenir à l'Inde, Ouais, donc tu es sur Jaipur. Est-ce que tu passes, ouais. combien de temps tu passes dans cette ville? Je suis restée une semaine, je crois, au final. Parce que du coup, bah, j'ai assisté au mariage et Ouais, j'ai fait plein de trucs, super sympas. J'ai assisté à un autre mariage. Oui, c'était ça. Je me rappelle l'histoire que je voulais te raconter, je l'aime bien cette histoire-là. Quand je pars de cet endroit où, tu vois, je suis avec 5 mecs dans la nuit noire et moi, je suis sereine qu'il m'arrivera rien, en fait.
effectivement, les 5 mecs, ils étaient paniqués pour moi qu'il m'arrive quelque chose. Donc, il me pose un point. Là, je peux commander une moto Uber. Et le mec est adorable. Je lui dis que je suis là plusieurs mois, je découvre l'Inde, je viens d'arriver sur Jaipur, etc. Il me fait attends, je te montre les endroits sympas. Et donc, en fait, pour me ramener, il passe par les points touristiques à voir. Je dis adorable. Cool. Et ça fait autant de kilomètres, donc il ne me charge pas en plus, tu vois. Et il me dit attends, t'aimes bien les trucs un peu spectacle de lumière? Je dis bah ouais. Donc il m'emmène devant un palais où il y a des projecteurs qui font un beau jeu de lumière et tout. Et là, j'entends du bruit, je vois une espèce de fanfare, je ne sais pas trop ce que c'est, je lui demande. Elle me dit ah ben ça c'est un mariage, on est en pleine saison des mariages, ça se fait beaucoup de défilés dans la rue, de faire de la musique, faire la fête, faire partager à tout le monde. Je dis ah trop bien. Et là dans ma tête je me dis putain, je veux participer à un vrai mariage en Inde parce que le mariage du coup de mes amis, c'était un mariage au tribunal. Tu n'avais pas la célébration parce que déjà, c'était entre une Française et un Indien. C'était pour avoir les papiers et à ce stade-là, ils n'avaient pas l'argent pour faire une fête. C'était vraiment pour qu'elle puisse rester comme elle le veut et que lui puisse venir en France sans que ce soit galère. Donc, c'était au tribunal, c'était une petite fête dans l'auberge. C'était un petit truc. Et à ce stade-là, je me dis, waouh, j'aimerais tellement voir un vrai mariage. Et du coup, je rentre donc à cette auberge où j'étais. Et là, j'avais soit un gros billet, soit il me manquait quelques roupies pour avoir la pointe exacte. Lui n'avait pas la monnaie sur mon gros billet. Et en fait, au même moment, marche dans la rue un gars que j'avais rencontré 2 jours avant, avec qui j'avais discuté un petit peu. Il me dit, ah, t'inquiète, j'ai la pointe, tiens. Il paye la fin de ma course. Je dis, ok. Tout va bien. Bon, c'était l'équivalent de genre 1 ou 2 roupies. Quand tu sais que 70 roupies, c'est 1 euro, c'était rien. Hein. Mais bon, pour des personnes qui vivent là, lui en plus, c'est un Népalais, donc il n'a pas une grosse fortune. Et il me dit, ah, c'est le mariage de ma cousine, est-ce que tu veux venir? Je dis, attends, il y a 10 minutes. Je dis que je veux aller à un mariage. Là, j'ai quand même le cerveau de Française qui se met en route en disant, attends, le mec, j'ai discuté 20 minutes avec lui, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, il veut m'emmener à un mariage, c'est quoi le traquenard? Tu vois, quand même 2 secondes, j'ai le cerveau qui se branche, et après je le décolle, je dis, mais attends, je réclamais un mariage, je l'ai. Mais je te rejoins tellement dans des situations comme ça, parce que des fois, tu vois, genre quand tu racontes ton voyage après coup aux gens, eh ben, les gens, ils ont le réflexe, ils te disent, mais t'as pas eu peur C'est ça. Puis moi, je me dis, bah non. Enfin, et c'est là avec le recul, tu dis, bah pourquoi j'aurais eu peur? Genre, à quel moment j'étais censée… C'est ça. Mais c'est là où, tu vois, c'est avec le recul, je me dis quand même, dans la nuit noire, il n'y avait pas une lumière. Quand j'étais seule avec les seuls mecs, avec les 5 mecs, avec le recul, je me dis, j'aurais peut-être pu me poser des questions pour ma vie quand même. Mais c'est ça. À l'instant T, mais pas une seconde. J'étais là à marcher en deux, à dire, mais ça va pas, je te donne pas tes 100 roupies, là, tu rêves. mais en fait, tu le sais, à partir du moment où tu es connecté à ton instinct, que tu sais écouter ton instinct, tu sais très bien si tu dois faire profil bas ou si tu es tranquille. Et du coup, là, le moment où je switch sur off le cerveau, là, bah oui, je voulais aller à un mariage, j'y vais. Mais je lui dis, mais attends, j'ai pas de vêtements pour aller à un mariage. Je suis juste avec mon backpack, des vêtements de pouilleux, j'ai rien. Il fait, t'inquiète, je t'emmène dans la maison de ma sœur. Elle fabrique des robes traditionnelles. Je fais, wow. Ah ouais. Elle me fait, elle t'habille, t'inquiète pour le mariage, elle te prête une de ses créations, t'inquiète. Il me dit, et lui-même, tu vois, je me pose même pas la question, il me dit, si t'as peur, moi, je ne vis pas dans cette maison. Ce n'est pas ma maison, je t'emmène pas dans mon appartement où tu serais seule avec moi. C'est une maison familiale où vit ma mère, ma sœur, son mari, leurs enfants et plein de femmes. Et moi, je ne me suis même pas posé la question, mais tu vois, de lui-même, il se dit, ouais, une blanche, une européenne, elle a besoin d'être rassurée, tu vois. Et moi, je te suis. Et du coup, il m'emmène en tuk-tuk, tu vois, il ne me fait même pas payer alors que c'est son boulot. Il m'emmène, et là, c'était un moment incroyable. Tu as une petite fille, alors, vu que lui, il ne voulait pas s'en mêler, en fait, est musulman, donc quoi qu'il en soit, ils sont très
on dit, très strict avec la religion, lui, il peut pas vraiment être dans la même pièce que sa sœur. Donc, lui reste en fait à l'entrée pendant que moi, je suis avec les femmes. Ok. Donc, ça aussi, c'est mine de rien, avec le recul, c'est hyper rassurant, tu vois, d'être entre femmes. Et c'était un moment, mais magique. En fait, tu as cette petite fille qui vient, parce que lui parlait anglais, c'était le seul de la famille à parler anglais. Hein. D'accord. Tous les autres, je ne sais même pas s'ils parlaient hindi ou le dialecte du Rajasthan, je ne saurais même pas te dire. Mais cette petite fille, elle me prend par la main et elle m'emmène, parce qu'elle voit que j'avais froid, il faisait une 15aine de degrés, et elle m'emmène dans un lit, elle m'emmitouffe sous une couette, elle vient me faire un câlin, mais c'était tellement mignon. Trop chou. Adorable, tu vois, tu vois qu'elle a envie de communiquer avec moi, mais elle comprend que par la parole, c'est pas possible. Ouais. Et du coup, tout passe par les gestes et les regards, et c'est incroyable. Et en fait, quand même, cet homme, il vient toquer à la porte et me dit, attends, parce qu'on a attendu pour le mariage, tu peux pas rester là. La petite fille, elle est hyper déçue, donc elle me lâche pas la main et elle vient avec moi dans l'autre pièce où la sœur va m'habiller. Et là, tu as 3 femmes qui viennent, du moment où lui quitte la pièce, elles enlèvent leur voile et tu dis déjà le privilège de pouvoir partager cette intimité avec ces femmes qui en permanence sont voilées. Dès qu'elles quittent cette pièce, elles sont voilées. Dès qu'un homme passe la porte, elles sont voilées. Déjà, ce privilège, tu dis, waouh, la richesse de ce moment. Et du coup, elle me montre une robe absolument magnifique qu'elle a fait elle-même. Je t'enverrai une photo si tu veux voir. Carrément. Et elle m'habille et elle me dit, attends. Elle prend du maquillage, elle me maquille pour que ça aille avec. Elle voit que j'ai aucun bijou, donc elle enlève les bijoux qu'elle portait elle pour me les mettre dessus. Et c'est un moment magique, en fait. C'est un moment absolument magique avec ces femmes et cette petite fille qui me lâche pas la main, hein, tout ce temps-là. Ouais, toujours. Ah oui, elle lâche la main juste au moment où il faut que j'enfile la robe, où elle me glisse, tu vois, les bracelets, mais sinon, elle est toujours là, elle reste avec moi, elle veut pas me lâcher, quoi. Et c'est magnifique. Et derrière, on descend et en fait, on fait une photo tous ensemble que j'ai pas, parce que ils m'ont pas envoyé. Mais c'était un beau moment. Ils étaient tellement heureux, tu vois, d'avoir ce souvenir avec moi. Et du coup, moi, en partant, j'avais des bracelets que j'avais achetés à Bali. Et du coup, j'en défais un et je le donne à la petite fille pour qu'elle ait quand même aussi quelque chose, quoi. Et on part à ce mariage. Et en fait, je deviens l'attraction. Mais l'attraction. Parce qu'il faut savoir que dans les mariages en Inde, si tu as une blanche, c'est que wow, tu as réussi. Parce que c'est pas tout le monde qui a une blanche à son mariage. Et du coup, eux étaient tellement heureux que je sois là parce que c'est une bénédiction en fait. Ah ouais, dans ce sens-là. C'est une bénédiction pour eux d'avoir une blanche à leur mariage parce que ça montre à toute leur famille, tous leurs amis, tous leurs proches qu'ils ont réussi dans la vie. Ils ont été capables d'inviter une blanche, tu vois, à leur mariage. Ah ouais. Et ça, tu en as pris conscience pendant le mariage, du coup? Parce que j'imagine qu'avant d'aller au mariage, Non, pas du tout. J'en prends conscience parce que j'étais l'attraction plus que les mariés. Tout le monde voulait me parler, tout le monde voulait se prendre en photo avec moi. Tout le monde. Ah ouais, d'accord, ok. Tout le monde me donnait à manger, tout le monde, j'étais, en plus, moi, ah oui, il faut ça. Je passe 7 mois en Inde en ne pouvant pas avaler une seule épice sans être malade comme un chien. Compliqué. J'ai le goût du challenge, tu vois. Et en fait, ils veulent tous me nourrir et j'essaie de leur expliquer que je ne peux pas. Et du coup, quand ils ont compris ça, tout le monde m'apporte des desserts. T'as mangé que du sucre. Ouais, mais en plus, je leur dis, j'aime bien le sucré. Donc, j'ai eu une 15aine d'assiettes de sucre dans tous les sens. Et je vais voir tout le monde. Et les mariés veulent se prendre en photo avec moi, quoi. Je dis, mais wow. J'ai même eu le droit, parce que normalement, mariage musulman, tu sépares les hommes, tu sépares les femmes. J'ai même eu le droit d'assister à ce qui se passait du côté des hommes. Tu dis, waouh, c'est un. Et tu vois, pour moi, ça, c'est une des richesses que te permet le voyage, quoi. Ouais. Et j'avais envie de raconter cette petite histoire. Merci, parce que c'est fou, tu vois, c'est dingue, c'est pas le genre d'histoire que. Bah, en fait, c'est ça le voyage. Tu vois, c'est pas sur TripAdvisor que tu vas trouver. C'est pas dans les Viens vivre un mariage indien typique. Ouais, non, mais et en même temps, t'as vu, je te fais le hochement de tête indien en même temps, inconsciemment.
Mais en vrai, le voyage, c'est tellement ça, c'est juste dire oui à l'inconnu et tu l'as très bien dit, je trouve que ton instinct, il te dit si tu peux y aller ou pas. Parce Ouais, qu'il y a des situations où tu sais que tu peux pas y aller, mais genre tu le sais, physiquement, tu ouais. vois, que faut pas y aller. Et en Inde, tu le sais. En Inde, mais c'est ça aussi qui m'a profondément marqué dans ce pays, c'est qu'il y a des endroits, tu vois, où je voulais aller, bah, le bus, il est annulé sans explication. La personne à qui tu devais y aller, elle te plante. Tu tombes malade. Les énergies sont tellement puissantes dans ce pays Mmh. qu'en fait, quand tu es à un endroit où tu dois être, tu vois, ça va être exactement comme ce que je te racontais, tout s'aligne. Ouais, Tout va dans ton sens. Et si tu es à un endroit où tu dois pas être, si tu écoutes, tout va te dire dégage de là. ouais, c'est clair. Et c'est tellement fort là-bas que je ne l'ai jamais autant ressenti dans d'autres pays. Parce que je suis déjà à l'écoute, moi, de mon instinct tout le temps quand je voyage, mais ça n'a jamais été aussi fort qu'en Inde. Vraiment. Et si tu devais, parce que là, je suis en train de regarder, ça fait bientôt 1 heure qu'on papote. C'est ce que je me suis dit. Si si tu devais peut-être clôturer ce voyage Ouais. et nous parler peut-être de ton retour, mais aussi, moi, ma plus grande question, elle est, bah, justement sur le retour. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que tu es partie, tu étais dans un état, on va dire, de Ouais. surmenage au niveau de ta vie pro et cetera. Heu, Qu'est-ce que ça t'a révélé, l'Inde? Mais en fait, il faut savoir aussi que j'y étais en plein Covid, du coup, si tu retraces les Oh, dates. ouais, c'est Et vrai. je me suis retrouvée à un moment donné où je me suis pris les peurs de tout le monde dans la gueule parce que ma famille en France me disait rentre, c'est trop dangereux, il y a le Covid, alors que là-bas on n'en entendait pas forcément trop parler, que dans les groupes de voyageurs de Français, ils disaient ils sont en train de bloquer les frontières, ils sont en train de révoquer les visas des gens sur place. Je commençais à être dans un état de stress, j'ai commencé à bader comme c'est pas permis, à me dire qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fous? Je savais au plus profond de moi que je voulais pas rentrer. Je savais pas quoi faire, j'étais perdue. Et en fait, je me suis rappelé que petite fille, adolescente, quand tu passes le bac blanc, les sujets ils viennent de Pondichéry. À cette époque-là, je ne savais pas que c'était une ville en Inde, mais le jour où j'ai lu ce mot, je me suis dit un jour j'irai là-bas. Et des années plus tard, j'ai découvert que c'était en Inde. Et au moment où j'étais mal, je me disais, je vais aller à Pondichéry. J'ai repensé, tu vois, à cette scène-là. Et c'est là que je suis allée et je me suis dit, OK, en France, c'est en train de devenir zombie town, là. Les gens, ils sortent plus, ils sont enfermés. Mmh mh. Je vais aller, moi, m'isoler à Pondichéry. Je vais me trouver un endroit au calme pour me faire une quarantaine. Et en fait, je suis allée là-bas. Au début, j'ai cherché un endroit calme pour m'isoler, mais en fait, c'était chez un couchsurfer qui était trop bizarre. Il me dit, OK. il commence à annoncer un confinement d'une journée. Je me dis, je vais me chercher une auberge de jeunesse tranquille et je vais y aller. J'ai écrit à tout le monde, est-ce que vous acceptez encore des blancs? Est-ce que vous Ouais, acceptez parce que encore des étrangers? Parce que là, mmh on est mh. arrivé à un point où, en fait, c'est un Italien qui a ramené le Covid en Inde. Et du coup, il y avait une chasse aux blancs. Ouais, j'ai un ami qui était, Ouais, il m'a dit la même chose. Ouais, il était bloqué en Inde, pareil, ouais. dans cette À ce période. stade-là, ouais, il y avait une chasse aux blancs. Tu étais blanc, tu avais le Covid, tu n'étais pas bienvenu. Et du coup, j'écris, le mec me dit: «Oui, oui» et là, je tombe sur un endroit, mais paradisiaque. C'est tout des chambres, en fait, sur pilotis, faites en feuilles, tu vois, de bananier et tout, magnifique. Mmh. On est une vingtaine et en fait, cet endroit a été profondément transformateur pour moi parce que je venais de vivre un moment, enfin, je te dis pas l'état de stress dans lequel j'étais, je savais plus ce que j'allais j'en venais à remettre en question toute ma vie, en fait. Mmh. Ouais, Et forcément. je suis arrivée là et je suis arrivée avec des personnes absolument bienveillantes, tous des gens adorables. Et c'est là que le travail sur moi a profondément commencé. Et je me suis réveillée, enfin non, je me suis pas réveillée d'ailleurs, on était autour du feu parce qu'on se faisait souvent à manger sur le feu. J'ai regardé le feu, je me dis: «Je veux pas retourner à ma vie d'avant. C'est pas possible». Dans les flammes, je dis: «Je veux voyager». Je dis: «Je rentre, je sais pas encore quand, mais je rentre. Je vends toutes mes affaires qui restent et je reviens en Inde pour voyager» et en fait, je suis restée du coup 3 mois
plus ou moins confinés, mais au même endroit. Et je me dis, et là, je vais me mettre à voyager comme ça. Je vais me voyager lentement. Je vais découvrir les gens. Je vais découvrir les locaux. Je vais me faire des amis sur place. Je vais arrêter de bouger tous les 2 jours. C'est ça que je veux de ma vie. Alors, tu vois, en regardant cette flamme, ça m'est venu d'un coup. Et à ce moment-là, me vient la date du 10 juin. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, il faut savoir que le 10 juin, c'était le tout premier vol commercial qui réouvrait. Parce que les vols avaient été supprimés entre la France et l'Inde. Tu avais quelques vols d'ambassade si tu passais par l'Allemagne, machin, gna gna. Et le tout premier vol Bangalore-Paris a été réouvert le 10 juin. Donc, tu vois, quand tu es aligné, tout bien. Et l'Inde est hyper puissante pour ça. Et mon retour a été, parce que c'était ça ta question à la base, ça a été hyper violent. Ça a été hyper, hyper violent parce que j'arrivais de déjà 3 mois où on partageait tout, on mangeait tous ensemble, on allait se promener ensemble, je connaissais tout le monde dans le village à côté, toutes les petites filles, elles me souriaient, elles m'invitaient chez elles. Et j'arrive dans les rues de Lyon, tout le monde fait la gueule. Voilà. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Ouais. Je dis bonjour à un SDF, il baisse la tête comme s'il ne m'avait pas vu. Je me dis, what? Et moi, là, je suis là à marcher pieds nus dans les rues de Lyon encore avec mon sarouel et tout. Je dis, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que quoi? C'est quoi ça? Et là, tu vois, ça me renforce dans, ok, je viens ici, mais la France, c'est plus pour moi. C'est plus pour moi. Je pars, dès que je peux, je pars. C'est vraiment ça, tu vois, le retour, ça a été ça. Ça a été une claque dans ma gueule, mais qui confirmait ce que j'avais vécu en Inde de non. Aujourd'hui, je veux voyager, je veux pas. La France, ça me correspond plus. Et pour mon bien-être, pour pas retomber dans ce dans quoi j'étais tombée, ce burn-out, me faire happer dans une vie qui au final me correspondait pas, c'est le voyage. Trop bien. C'était vraiment ça, tu vois, que j'ai compris en me prenant dans la gueule Lyon. Voilà. Pourtant, la ville est belle, hein, je l'ai toujours aimée. Mais non. C'est beau, mais je comprends. Je comprends. Et comme on disait tout à l'heure, la France, c'est quand même on est privilégié sur beaucoup de choses, mais individualiste. Ouais, c'est ça. Et puis, on voit toujours le verre à moitié vide. Ouais. Mais genre toujours, tu vois, il y a pas. Et tous les gens que j'ai rencontrés en voyage, en auberge de jeunesse, il n'y a pas photo. Un Français, même si on parle anglais, je sais qu'il est français. Genre, il râle. Parce qu'il râle. Parce que les gens, ils trouvent moyen de se plaindre, même quand il n'y a pas de raison de se plaindre. Tu vois, on peut être au bord de la plage avec un petit verre, avec un mojito et regarder un coucher de soleil. Et ben, il y aura toujours. Il y a du sable qui rentre dans mon maillot de bain. Il y aura toujours trop de sable sur la plage, trop d'étoiles dans le ciel, trop d'eau dans l'eau, tu vois. Enfin, genre vraiment, il y aura trop d'eau dans l'océan, trop de sel. Il y aura toujours un problème, tu vois. Enfin, trop de feuilles dans la jungle. Ouais. Il y a des arbres dans la jungle, non mais tu te rends pas compte? Non, mais c'est ça en mode oh là là. Et puis en plus, il fait chaud, tu vois. Oh, puis par contre, quand il pleut, c'est chiant. Enfin, non, mais je suis trempée. C'est un moyen d'alimenter des discussions, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, en tout cas, oulala, comme on a parlé là, mon Dieu. Oh là là. Ok, on va devoir. En tout cas, vraiment, Alban, je serais très heureuse de t'accueillir dans une partie 2 de cet épisode, si tu es OK. Avec plaisir. Une partie 2 de maintenant, comment tu voyages en prenant ton temps, le slow travel, parce que je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'on a toujours tendance à vouloir courir pour visiter vite des endroits. On veut maximiser notre temps, etc. Et c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut. Donc, si tu veux intervenir sur un nouvel épisode sur ce sujet, c'est avec grand plaisir. Bah, avec plaisir, ouais. Et sinon, est-ce que tu as peut-être une dernière chose à partager avec nous sur cet épisode? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est important de s'écouter. On a tendance à fermer la petite voix à l'intérieur de nous parce qu'on est pris dans le stress du quotidien, du machin. Alors que si on prend le temps de s'écouter, on a tout à l'intérieur de nous et on sait.
trop bien. Merci. Avec plaisir, merci à toi. Merci. Et puis pour tous ceux qui veulent retrouver tes aventures sur les réseaux, c'est tout dans la description. Yes.